Première table sur la défense au service de la diplomatie, la défense européenne au service de la diplomatie, donc ce qui sous-entend les questions de stratégie notamment. Donc nous avons invité Madame Wolf, Barbara Wolf, qui est conseillère politique de l'ambassadeur d'Allemagne, et donc qui est chargée de suivre notamment les questions européennes. Et à ses côtés interviendra Olivier Védrine. Donc il est membre du Team Europe-France, c'est un réseau de conférenciers accrédité par la Commission européenne. Il est professeur de relations internationales à la Schiller International University en Floride, et il est président d'un think tank de réflexion sur l'Europe qui s'appelle le Collège Atlantique Oral, et donc dont le site internet s'affiche en ce moment. Donc je vais leur laisser avec plaisir la parole. Bonjour. J'espère que la digestion ne sera pas trop difficile avec un sujet comme l'Europe de la défense. Je vais vous présenter les principales étapes de l'Europe de la défense, et je compte après sur vous pour qu'on ait un débat de prospective sur cette Europe de la défense qui pose la question aussi de l'union politique. Parce qu'il ne peut pas avoir d'Europe de la défense sans une union politique. Et ça, ce sera, je dirais, la perspective essentielle du sujet. Alors, cette Europe de la défense. Avant l'Europe de la défense, il y avait un organisme qu'on appelle toujours l'UE, l'Union de l'Europe occidentale. Donc l'Assemblée est à Paris, l'Assemblée interparlementaire de l'Union de l'Europe occidentale est à Paris. Et donc cette UO, qui avait été instituée par le traité de Bruxelles en 1948, modifié en 1954, a été, je dirais, le germe de cette Europe de la défense. Et cette Union de l'Europe occidentale a longtemps été la seule organisation européenne compétente en matière de défense. Elle a été longtemps au sommeil, et elle n'a retrouvé, je dirais, un certain rôle qu'à partir du traité de Maastricht. À partir du traité de Maastricht, elle devient le bras armé de l'Union européenne. Le traité d'Amsterdam indique que l'Union européenne aura recours à l'UE pour élaborer et mettre en œuvre les décisions et actions de l'Union européenne en matière de défense. Et le traité d'Amsterdam prévoit aussi l'intégration éventuelle de l'UE à l'Union européenne. Cette UE comprend 10 États pleins, et elle a la possibilité elle-même d'organiser, de gérer une opération militaire en utilisant les forces à disposition, comme le corps européen, l'Eurofor, l'Euromarfor, et aussi une station satellitaire à Torreón en Espagne. Ça, c'est, je dirais, l'UE, c'est avant l'Europe de la défense, ce sont les germes. Et puis il y a eu le grand tournant de Saint-Malo, en 1998. Ce tournant de Saint-Malo, c'est ce sommet franco-britannique. En décembre 1998, c'est vraiment le début, je dirais, ça marque le tournant de la constitution d'une Europe de la défense. Avec, il faut bien le dire, le revirement des Britanniques. Revirement téléguidé, revirement spontané, revirement calculé, on pourra l'aborder après dans le débat. Donc, à l'époque, le Premier ministre, Tony Blair, souhaite que le Royaume-Uni, qui ne participe pas à l'euro, intègre le processus européen de défense. Donc, en 1998, les Britanniques et les Français sont enfin capables de formuler des propositions communes pour cette Europe de la défense. La France, à l'époque, est engagée sur le terrain des Balkans, et elle a su dépasser la contradiction entre défense européenne et OTAN, héritée, je dirais, du gaullisme,
Et elle vient de prendre acte justement du rôle de l'Alliance et que l'Alliance peut avoir dans la défense européenne. Ça, c'est pour le côté français et le changement de mentalité côté français. Du côté Royaume-Uni, pour le traité de Saint-Malo, on n'est plus opposé à l'idée d'une défense européenne, autonome. Et c'est vraiment un grand changement dans la mentalité du Royaume-Uni, même si c'est calculé, même si ça peut être téléguidé, même si c'est masqué. Cette double évolution a permis la déclaration de Saint-Malo, qui, pour la première fois, évoquait une capacité d'action autonome de l'Union européenne. Une capacité d'action autonome à gérer des crises et des conflits. Et ce traité de Saint-Malo a permis un engagement de nos partenaires du Conseil européen, notamment au Conseil européen, le Conseil européen de Cologne, et c'est là qu'on va donner le véritable coup d'envoi au chantier de l'Europe de la défense, au Conseil européen de Cologne. Il y a 3 grands conseils européens à retenir, Cologne, Helsinki et Feira. Ces 3 sommets européens ont marqué le progrès de l'Europe de la défense. Avec d'abord Helsinki. À Helsinki, on décide la constitution d'une force. Alors oui. À Helsinki, on décide véritablement la constitution d'une force de réaction rapide et la création, c'est très important, de structures politiques et militaires de l'Union européenne. À Helsinki, les 15 à l'époque ont décidé de créer des nouveaux organes et nouvelles structures politiques et militaires comme le Comité politique de sécurité, COPS, un comité militaire et un état-major. Au sein du Conseil, l'Union se permet d'orienter déjà sa politique, sa direction stratégique, et commence déjà à pouvoir planifier, à vouloir planifier la conduite d'opérations. On va parler du principe des opérations des missions de Petersberg. C'est là que va apparaître la notion des missions de Petersberg, humanitaire, gestion de crise, etc. Après, un autre Conseil européen important pour comprendre ce cheminement lent et douloureux de l'Europe de la défense, c'est le Conseil européen de Santa Maria da Feira, qui se passe du 19 au 20 juin 2000, qui conclut la présidence portugaise et qui a pris de très importantes décisions pour le développement des capacités militaires, mais aussi civiles de la défense de l'Union européenne. Au cours de ce sommet, il est décidé de créer un comité chargé des aspects civils de la gestion de crise et en matière de police notamment, les États membres s'engagent à un effort de coopération. Une réflexion a été aussi entamée sur la manière d'accroître la cohérence et l'efficacité de l'action de l'Union dans le domaine notamment de la prévention des conflits. Donc là, on suit encore les missions de Petersberg. Et ce sommet de Feira a enfin permis de définir les principes et modalités des encouragements destinés à permettre aux membres européens de l'OTAN qui ne sont pas membres partie de l'Union européenne et aux autres pays candidats à l'adhésion de contribuer aussi à la gestion militaire des crises conduites par l'Union européenne. De même, au cours de ce sommet, ont été définis les principes de consultation avec l'OTAN. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout opposé OTAN et défense européenne. Ça, c'est un résultat de Saint-Malo. Donc, on n'a plus du tout opposé OTAN et défense européenne. Et lors de ce traité, donc, on a défini les principes de consultation avec l'OTAN sur les questions militaires. Et 4 domaines ont été définis. Questions de sécurité, objectifs en termes de capacité, modalités permettant à l'Union européenne d'avoir accès aux moyens de l'OTAN, et définition des mécanismes de consultation permanents. C'est très très important, surtout dans l'héritage français, l'héritage gaulliste, ce rapprochement petit à petit avec l'OTAN, dont on voit maintenant, dont on a vu, je dirais encore, la dynamique.